Bonjour et bienvenue sur le plateau de ESS On Air, la seule émission de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire font l'actualité. C'est évidemment sur Mediatico. C'est réalisé avec les moyens de Impact Production, qu'on remercie bien évidemment. Et exceptionnellement, vous le voyez, eh bien, on a délocalisé le plateau de Mediatico sur le forum 3.0 de l'association Convergence. 3.0 pour zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté, les objectifs du millénaire, les objectifs de l'ONU. Alors aujourd'hui, on va parler de l'incubation des projets d'économie sociale et solidaire en France et à l'international avec deux invités. Emma France, elle est directrice, bonjour Emma. Bonjour Frédéric. Elle est directrice du programme d'entrepreneuriat à impact chez HEC Paris. Et puis Roméo Morabin, bonjour Roméo. Bonjour. Alors vous êtes le responsable incubation au Lab S, le Lab S, le Lab ESS, pour bien comprendre l'acronyme. Un incubateur tunisien de projets d'économie sociale et solidaire. Et petite réaction à chaud d'abord sur l'actualité, parce que j'ai vu que vous étiez associé Time for the Planet, c'est-à-dire que vous avez pris au moins une action dans cette entreprise sociale, cette entreprise à mission qui finance des projets entrepreneuriaux au service de l'urgence climatique. D'ailleurs, chacun d'entre nous peut le faire et ça, c'est intéressant de le signaler. Mais dites-nous, à l'aune de cette urgence climatique, comment est-ce que vous regardez en ce moment l'appel du gouvernement à la sobriété énergétique ? Alors, effectivement, tout le monde peut rejoindre Time for the Planet dans un premier temps et à mon sens, ça a été un engagement citoyen initialement et je pense que toute la dynamique citoyenne de manière générale qui s'est mise en place amène finalement à cette prise de conscience de par les pouvoirs publics français et ce qui à mon sens est une excellente chose. On commence enfin à acter, verbaliser le fait que oui, certaines décisions doivent être prises et la direction que nous prenons de manière générale doit changer. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la Tunisie, où on est dans un contexte complètement différent. Parce que c'est votre territoire d'action, la Tunisie, voilà, clairement. Tout à fait, mais qui est à nouveau dans un contexte vraiment différent de celui de la France. Alors, une loi sur l'économie sociale et solidaire a été votée en juin 2020, mais qui est toujours en latente d'application de décret, donc ça reste une coquille vide en quelque sorte. Et avant même de penser à un appel à la sobriété en Tunisie, je pense qu'on a déjà envie d'avoir une volonté des pouvoirs publics de s'engager auprès d'un changement de manière générale et une prise en main de l'ensemble des problématiques sociétales et environnementales, ce sur quoi, à l'heure actuelle, sur le territoire tunisien, seuls les acteurs privés s'engagent et voilà. À mon sens, la France fait un grand pas. Les autres pays doivent à leur tour s'engager. Emma France, cet appel à la sobriété d'Elisabeth Borne, la sobriété des entreprises lancée par Elisabeth Borne, il dépasse enfin la politique des petits pas ? Alors oui, d'une certaine manière, et non, c'est un peu une réponse de Normand. En fait, oui, parce que c'est intéressant de le mettre en regard des enjeux que vous travaillez vous avec vos incubés, bien sûr. Tout à fait. En fait, l'appel à la sobriété, il est très intéressant parce que il appuie sur un élément qui est fort dans l'ESS, qui est la solidarité. C'est-à-dire que on va devoir tous faire des efforts et donc on va devoir coopérer dans un contexte de contraintes et dans un contexte qui est pas simple, qui est un peu subi à date parce que en fait depuis la crise en Ukraine, on a ce choc énergétique qui fait qu'on est obligé de prendre des actions de manière très rapide et un peu dans l'urgence, et un peu comme la crise du Covid. Et en fait, c'est nécessaire. Je pense que c'est pas suffisant au sens où des questions de sobriété énergétique, on va en avoir de plus en plus, et on en a besoin en plus si on veut atteindre au niveau français, mais au niveau européen, au niveau mondial, les objectifs de la COP21. Si on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, on a besoin de cette sobriété-là. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus stratégique, d'un peu plus long terme. Et donc, vous posiez la question des petits pas. Pour moi, la question des petits pas, elle pose aussi, c'est bien de faire des grands pas à des moments, mais il faut aussi prévoir des grands pas dans la durée, avec des temporalités à long terme, avec des plans d'investissement dans les infrastructures et anticiper ce qui va pouvoir se passer, parce que de la même façon qu'on l'a dit pour le Covid, on est peut-être qu'au début de ce type de choc et peut-être pas, l'avenir n'est pas certain, mais il faut être capable de le prévoir et de l'anticiper. Alors on va essayer de comprendre votre démarche chez HEC Paris. Pourquoi est-ce que vous avez lancé un incubateur de projets d'économie sociale et solidaire ? Alors, en fait, nous, on a une énorme opportunité et une grande chance. C'est que depuis 4 ans, et donc c'est la 5e année consécutive, on travaille avec la région Île-de-France sur un accélérateur dédié à l'ESS en Île-de-France. Alors, c'est un accélérateur, c'est pas un incubateur. C'est un accélérateur, exactement. Donc, en fait, on a différents programmes qui accompagnent des entrepreneurs sociaux, qui accompagnent l'ESS avec différents critères. Mais on a ce programme qui existe depuis 2018, qui permet, en fait, qui est parti d'un constat
constat de la région Île-de-France, et donc d'un constat territorial qui était, il y a énormément d'entreprises de l'ESS dynamiques, il y en a tous les jours qui se créent et c'est très bien. Et comment est-ce qu'on fait passer celles qui commencent à bien réussir à l'échelle dans une double dynamique, une dynamique de création d'emplois sur le territoire et une dynamique de transition écologique et solidaire. Je vous interromps, ça veut dire quoi le passage à l'échelle? Parce qu'on entend ce terme partout et en fait c'est pas super clair. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans X années? Alors c'est pas forcément ça, c'est-à-dire qu'un passage à l'échelle ça peut se faire aussi sur des critères d'impact et c'est ça qui est très intéressant dans l'ESS. En fait le passage à l'échelle c'est se dire à un moment donné on a réussi à montrer que sur un marché donné, dans un contexte territorial donné, on proposait quelque chose, de la valeur ajoutée, on proposait une valeur à des clients, à des bénéficiaires qui avait du sens et qui faisait qu'on a des clients. Et donc on monte, nous le seuil, on recrute à plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires, donc on montre qu'on commence à avoir une certaine traction qui permet de pérenniser la structure. C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui ne font pas 200 000 euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et nous, on se positionne vraiment plus en amont. C'est pour ça que vous êtes un accélérateur et pas un incubateur. Et qu'on parle de changement d'échelle. Parce qu'en fait, la réalité du changement d'échelle, c'est qu'à un moment donné, on va passer un point de bascule. Et ça vient généralement des équipes dirigeantes qui veulent emmener l'entreprise plus loin. Généralement dans de l'essaimage territorial, dans développer d'autres offres, avoir quelque chose qui soit plus de l'ordre d'un impact systémique et pas seulement d'un impact spécifique, social, environnemental sur un segment. Et donc là, ça pose un pan de nouvelles questions, à la fois sur les enjeux de vente, de commercial, mais sur les enjeux d'impact, sur les enjeux RH, comment on engage un collectif quand on passe de 20 personnes à 100 personnes. Et c'est fascinant parce qu'en fait, on a besoin que ces solutions-là, elles passent à l'échelle. Je vous prends un exemple comme Moulineau, qui fait de la collecte de déchets organiques pour en faire du lombricompost. Ces entreprises-là, quand on voit la façon dont on gère nos déchets et nos déchets organiques aujourd'hui en France, on a besoin qu'elles soient capables de se développer et de se développer rapidement. Donc si je vous entends, c'est pas du tout un accélérateur qui est réservé aux anciens étudiants d'HEC ou aux projets qui naissent au sein de HEC. Non, en fait, c'est vraiment un partenariat qu'on a monté avec la région et c'est là où c'est aussi très intéressant pour nous, l'ESS et l'impact. C'est qu'on va chercher en fait les compétences qu'on a en pédagogie, en formation, en accompagnement d'entrepreneurs, parce qu'on fait de l'accompagnement de PME depuis 40 ans à HEC, dans plein de programmes, et on les met au service de l'ESS. Et vous êtes en pleine concurrence avec d'autres écoles de commerce, celle de l'ESSEC, avec son incubateur Entropia par exemple? Oui, alors on est dans une rivalité entre grandes écoles en fait, non? Alors, il y a une rivalité au sens où on va détecter les mêmes pépites et c'est normal et c'est très bien. On a des programmes qui sont positionnés un petit peu différemment. Maintenant, l'objectif, et c'est un peu la clé de l'ESS, c'est d'être dans des dynamiques de coopération, je pense, et de se dire, comme n'importe quelle entreprise, on ne va pas faire exactement la même chose qu'un concurrent à un autre endroit. L'objectif, c'est de répondre à des besoins qui sont pas, auxquels aujourd'hui il n'y a pas de réponse sur un marché. Vous nous avez parlé de Moulineau. Quel type de projet on le vend en poupe en ce moment et quel discours vous entretenez avec les projets que vous accompagnez? Parce qu'on parlait de la sobriété, l'appel à la sobriété d'Elisabeth Borne tout à l'heure. Mais vous, quel discours vous avez dans l'échange avec vos incubés? Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? La sobriété, vous en parlez par exemple? Alors, on commence, c'est un sujet quand même très émergent. Nous, les entreprises qu'on accompagne, et c'est aussi ça la difficulté de cet appel à la sobriété, c'est que faire 10% d'économie d'énergie quand on est un grand groupe, un industriel, une petite entreprise de service, une entreprise d'insertion, c'est pas les mêmes réalités. Et il y a une logique sectorielle et d'industrie ou de service dans cet appel de la Première ministre qui est quand même fondamentale à prendre en compte. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que nous, on accompagne vraiment des entreprises qui ont un potentiel de création d'emplois et qui sont de tout type dans l'ESS. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et pour revenir notamment sur des concurrents, en fait, il y a eu aussi beaucoup d'incubateurs qui se sont créés sur des dynamiques d'entreprises dans l'ESS, plus en mode start-up. Et nous, on accompagne aussi des acteurs plus gros, plus historiques, qui sont des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées, des coopératives, qui parfois ont des métiers plus classiques, mais ont des vraies missions d'emploi et d'emploi inclusif. Et depuis les changements réglementaires en 2019 autour de l'inclusion et notamment les objectifs qui ont été fixés par le précédent gouvernement, il y a eu vraiment un appel d'air pour toutes les entreprises inclusives pour se développer et créer massivement des emplois adaptés, des emplois en insertion. Et donc ça, c'est ce on accompagne principalement, mais on accompagne aussi des coopératives qui voient de nouveaux statuts se développer, qui ont des nouvelles opportunités.
Et vraiment, enfin, par exemple, la forme juridique SIC est vraiment en train de se démocratiser et de conquérir beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, on accompagne des ESUS. Donc, on est capable d'embrasser une diversité d'acteurs. Et le point intéressant pour répondre à votre autre question, c'est que en moyenne, nos entrepreneurs sont beaucoup plus âgés que ce qu'on peut trouver dans des incubateurs classiques. C'est pas des jeunes sortis d'études, c'est plutôt des personnes qui en sont à leur 2e ou 3e vie professionnelle, qui parfois ont monté une PME qui fonctionne depuis une dizaine d'années. Et leur objectif, et ce que nous on leur dit, c'est pour pérenniser l'impact, il faut aussi pérenniser la situation économique. Et ça, on peut les aider à le faire parce que c'est notre métier. Donc si vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire et que vous avez besoin de faire grandir votre entreprise ou votre association, vous savez que vous pouvez vous tourner vers des grandes écoles de commerce qui ont des programmes d'accélération ou d'incubation. Alors on va se tourner maintenant vers Roméo Morabin parce qu'on va essayer de comprendre comment vous travaillez avec le LabES. D'abord, ça existe depuis quand? Et puis vous soutenez quel type de projet ou de programme en Tunisie? Ok. Alors le LabES existe depuis 2012 suite à la Révolution en Tunisie. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On fête nos 10 ans d'ailleurs ce mois de septembre. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et qui sera d'ailleurs fêté fin septembre en Tunisie comme il se doit. En Tunisie, à quel endroit? Vous avez votre siège en Tunisie, il est où? Sur le Grand Tunis, en termes de présence physique de notre équipe, avec des activités donc sur 3 grands axes, accompagnement et financement pour tous ceux qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire et de manière générale pour l'innovation sociale. Et dans un dernier volet, une partie sensibilisation. Nos actions sont évidemment centralisées sur la Tunisie, mais avec de plus en plus de programmes maintenant qui vont être sur toute la région Machrek, Maghreb, voilà, et qui nous permettent du coup de nous placer comme un acteur régional et non plus uniquement local en Tunisie. Et qu'est-ce que vous appelez les projets d'économie sociale et solidaire en Tunisie? Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Il se trouve que j'ai eu la chance d'aller une fois en Tunisie. J'avais discuté avec des Tunisiens qui m'avaient dit mais chez nous la solidarité elle est partout parce que la solidarité familiale, la solidarité dans les villages et donc l'économie sociale et solidaire nous on ne fait que ça. Alors qu'est-ce que vous appelez des projets d'ESS en Tunisie et qu'est-ce que vous accompagnez en tant qu'incubateur là-bas? Quels sont les projets, les axes de travail en fait? Alors, j'entends ce que vous dites. Notre grand travail sur la partie accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est la structuration et la pérennisation de modèles d'entreprise qui peut-être existent par, je dirais, de manière assez naturelle. C'est de l'entrepreneuriat par besoin de subsistance. On apporte une notion de professionnalisme en termes d'outillage, de méthodologie et de capacité à se projeter dans le futur, d'envisager justement un passage à l'échelle et de pas uniquement se contenter de valoriser des ressources de la région pour voilà, générer du revenu, mais vraiment construire des modèles d'entreprise qui peuvent très bien, et c'est notre mission fondamentale, accompagner ou en tout cas aider les futurs champions nord-africains, des entreprises qui soient aussi bien performantes sur le plan économique, mais également génératrices d'un impact qui soit régional, à pouvoir se développer, s'implanter et se répandre à travers le monde. Alors je vais vous demander de nous parler d'un projet en particulier. Il se trouve à Ariana en Tunisie, c'est le projet du Café Symbiose, parce qu'on a une petite photo qu'on va pouvoir vous montrer. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce projet de Café Symbiose? Alors, Symbiose, c'est né d'une idée toute simple. La fondatrice, Cyrine Kasmi, a été atteinte de troubles physiques et du coup ne pouvait plus s'alimenter comme elle le voulait. Elle devait faire des choix, mais ne trouvait aucune offre sur le marché tunisien qui lui permettait justement de pouvoir manger dehors en fonction de régime sans gluten, sans X ou Y, végétarien et autres. De là est né Symbiose. Symbiose est initialement un restaurant du coup basé dans le nord de Tunis, la capitale, et qui au fur et à mesure, se rendant compte qu'il y avait justement une véritable traction sur le marché, a mis en place un service traiteur. Le grand travail du LabES avec Symbiose, ça a été d'accompagner cette entreprise vers la conception d'un laboratoire de production alimentaire pour pouvoir justement amorcer son passage à l'échelle. Ça veut dire une cuisine professionnelle en fait. Tout à fait, qui va aussi bien alimenter son propre restaurant que l'ensemble de leur segment B2B sur des parties plutôt catering. Il y a quelque chose qui est très important à savoir avec Symbiose, et qui est très représentatif des types d'entreprises qui sont accompagnées par le LabES. C'est une entreprise qui est consciente de son impact environnemental, qui va favoriser les livraisons en circuit court et l'approvisionnement également, qui va travailler sur la réduction maximale des déchets générés par son activité et au-delà de ça, qui va employer plus de 50% de son effectif à travers des migrants
généralement en situation irrégulière, et leur fournir l'accompagnement professionnel pour leur permettre de monter en compétences et de s'intégrer socialement, économiquement, mais également juridiquement, avec un appui dans les démarches pour pouvoir justement se régulariser. Alors on parle de Tunis, mais il n'y a pas que Tunis en Tunisie, et votre actualité au Labes, c'est que vous allez ouvrir un deuxième incubateur au centre de la Tunisie, du côté de Sousse, Sfax. Sfax. Alors pourquoi un deuxième incubateur? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors soit de la géographie tunisienne, soit des besoins territoriaux, soit peut-être de la jeunesse aussi, parce que la démographie fait que la population tunisienne effectivement est extrêmement jeune. Qu'est-ce que ça nous dit du pays? Beaucoup de choses. Je dirais que tout ça vient d'un élément très simple. Le Labes, après 10 ans d'existence et 10 ans d'accompagnement à l'entrepreneuriat, s'est professionnalisé. C'est placé, comme je l'ai dit précédemment, comme un acteur régional avec un véritable cercle d'influence au sein de la Tunisie et est donc maintenant en capacité, sur le Grand Tunis, d'accompagner des entreprises qui sont plus proches de la phase d'accélération que du vrai early stage, prototypage ou juste entrer sur le marché. Mais malgré tout, le besoin en accompagnement sur des régions qui sont plus difficiles, qui ont moins accès à des financements et à des projets de développement tels que Sfax, qui est la deuxième ville économique pourtant de la Tunisie, nous a donné envie de poursuivre cet accompagnement sur la partie early stage des entreprises. Et je pense que Symbiose est en fait un très bon exemple parce qu'on s'est aussi dit que c'était très important d'accompagner des femmes dans une région, pour le coup le centre de la Tunisie, qui est très conservatrice. C'est un incubateur qui soutient des projets typiquement féminins. Uniquement des entrepreneuses et sur des phases de prototypage et d'idéation. La région de Sfax, aussi très important, est une région qui a un énorme problème sur la gestion des déchets de manière générale, alors que ce soit les déchets domestiques qui s'entassent dans les rues, mais que ce soit également les déchets industriels qui sont enfouis quasiment même pas 1 mètre de profondeur et qui ont des conséquences assez grave sur la population. Donc beaucoup de besoins en Tunisie et au centre de la Tunisie aussi que vous accompagnez. Ça, c'est votre actualité. Et de votre côté, Emma France, votre actualité, celle dont vous avez envie de nous parler, et vous nous l'avez dit en préparant cette émission, c'est celle du budget 2023 en France. Pourquoi, pour vous, c'est ça le sujet d'actualité en ce moment? Vous attendez qu'il y ait plus de crédits pour les acteurs de l'ESS, pour l'accompagnement, pour les incubateurs? Non, alors on va dire il y a les actualités à notre échelle. Donc nous, on est aussi en train de lancer une nouvelle promotion de l'accélérateur ESS en ce moment même, là, jusqu'au 15 septembre. Et c'est vrai que on voit les acteurs de l'ESS sont quand même très impactés par les réglementations, les orientations budgétaires, législatives, étatiques. Et c'est assez normal parce que c'est des acteurs qui ont quand même au cœur de leur mission l'intérêt général, par définition. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce budget, il est intéressant à double titre. Déjà, ça va être un exercice démocratique de haute volée, parce que voilà, l'Assemblée est recomposée. Il va falloir faire des compromis, composer avec les uns et les autres. Vous trouvez ça dangereux ou vous trouvez ça très intéressant? Je trouve ça très bien. Parce que c'est un nouveau défi démocratique. Alors c'est pas simple, oui, mais c'est un défi et ça montre que la démocratie est vivante. Et en fait, l'exercice démocratique et l'exercice de participation démocratique, il est aussi au cœur de l'ESS. C'est-à-dire qu'on le dit pas souvent, mais il y a ces valeurs-là aussi dans l'économie sociale et solidaire et dans les différentes formes de fonctionnement. Donc je pense que cet exercice-là va être intéressant. Et après, dans ce qui a commencé à sortir, notamment sur le tiré à part et sur les budgets ministériels qui ont été proposés en août, il y a des choses très intéressantes, et notamment les investissements qui peuvent être faits, qui ont été augmentés sur des sujets comme l'éducation, mais aussi de la recherche, l'enseignement, et puis tout ce qui est lié au travail, à l'emploi, à la solidarité. Il y a des budgets qui ont été vraiment, où il y a une volonté d'investir. Et en fait, avant même de savoir à quels vont être les détails et les contours, moi je trouve que c'est extrêmement important parce que on ne peut pas attendre des acteurs de l'ESS, c'est des acteurs privés, associatifs, de tout prendre en charge quand il s'agit des infrastructures de l'intérêt général, de la réduction des inégalités, du lien social, du vivre ensemble. Et donc on a besoin d'une action d'État qui soit, de mon point de vue, vraiment un socle pour que des acteurs associatifs, des acteurs de l'ESS, des entreprises sociales et solidaires s'emparent aussi de ces opportunités-là. Ça a été par exemple le cas aussi avec des nouvelles lois comme la loi AGEC sur l'économie circulaire qui permettent à des acteurs de saisir des opportunités et de proposer des nouveaux modèles innovants. Et donc c'est un peu ce lien entre le cadre que définit l'État et puis la créativité et l'innovation que vont apporter des acteurs de l'ESS. Et c'est là où un exercice comme le budget 2023 est extrêmement important.
et n'est pas un exercice facile aussi dans un contexte où on va faire beaucoup d'hypothèses sur la croissance, sur l'inflation. Et du coup, les investissements qu'on va faire et l'endettement qui va en découler vont être très liés à ça. Et donc, ça va être aussi un exercice d'équilibrisme à cet endroit-là qui sera pas forcément simple pour nos députés. Et vous voyez ce que ça donne quand les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'expriment sur l'actualité et font l'actualité. C'est la fin de cette édition de ESS On Air. Merci beaucoup Emma France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Roméo Morabin. Merci à vous. Et merci aussi évidemment à Impact Production pour les moyens techniques. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous a plu, dites-le sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la newsletter de Mediatico et vous pouvez aussi faire un don sur mediatico.fr. À très bientôt dans nos studios.